Merci. Donc, merci d'être là. On va passer à la partie conférence de soirée. On va commencer par une conférence par une présentation de Myriam. Et puis après ça, on enchaînera, qui va être plus sur l'aspect Lune et Mars. Puis après ça, on enchaînera avec une présentation de Jason. Ce sera plus sur l'aspect exoplanète et puis les rapprochements avec la télédétection terrestre. Et que bonne soirée. Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Toujours excitant de parler d'exploration spatiale puis de l'aspect télédétection de la chose, puis les travaux sur lesquels on travaille. Fait que j'ai quand même pas mal de matériel. Si c'est trop long, arrêtez-moi puis on discute, mais l'heure est déjà bien avancée, mais on va y aller comme on peut. Donc voilà, ce que je voulais vous présenter ce soir, c'est vraiment vous démontrer que en ce qui a trait à la télédétection pour l'exploration spatiale, on est vraiment dans une transition de période. On passe d'une période classique, si on veut, avec de la télédétection qui a été surtout faite en orbite lunaire depuis les 20-30 dernières années. Puis là, on passe de l'orbite à vraiment des missions qui vont être robotisées au sol. Donc, on est en pleine période de changement. Donc, je suis titulaire de la Charte de recherche du Canada en télédétection de la géologie nordique et spatiale depuis 2019. Donc, je vais parler un peu des travaux qu'on fait aussi dans mon groupe de recherche depuis l'automne 2019, puis comment ça s'insère dans tout ce contexte. Voilà. Donc, voilà le contenu de la CRC, donc la Charte de recherche du Canada de 2019 à 2024. Donc, on a un 5 ans de travaux qui étaient prévus là-dessus. Principalement, on utilise les données de télédétection orbitale pour étudier la géologie, la glace, puis les propriétés du sol, de la Lune, des astéroïdes, certains astéroïdes, puis de la planète Mars, en soutien aux missions d'exploration spatiale, donc les missions qui vont aller surtout à la surface prochainement. Donc, avant de parler des travaux en tant que tels, je voulais mettre la table puis justement vous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau de l'exploration spatiale actuellement. Donc le grand thème depuis à peu près 2019-2020, c'est Explore Moon to Mars. C'est la NASA qui a partagé sa vision à long terme de l'exploration spatiale, entre autres. Donc, le but, c'est de passer... voilà. Donc, on est en orbite, on fait de la télédétection puis de l'exploration spatiale en orbite terrestre, notamment avec la Station spatiale internationale depuis déjà plus d'une décennie, avec les satellites en orbite autour de la Terre et tout ça. Donc, on est très familier ici. Et le but, éventuellement, d'ici, disons, environ 20 ans, si on est un mélange de réaliste et optimiste, ce serait qu'on ait des humains qui aient atterrir sur la planète Mars pour faire de la science, pour explorer. Donc, ça a été la vision de la NASA depuis longtemps, mais longtemps, on a dit qu'on voulait partir de la Terre pour aller directement vers Mars. Puis, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est un peu trop compliqué. La manière la plus efficace de faire serait d'utiliser la Lune en premier pour développer les technologies, les connaissances et tout ça pour éventuellement s'en aller vers Mars. Donc là, c'est rendu clair. C'est la vision de la NASA. Donc, on part de la Terre puis de l'orbite basse avec la Station spatiale internationale. On développe toute une architecture sur la Lune en surface et en orbite. Puis, éventuellement, on ira avec des humains sur Mars. Mais pour la prochaine décennie, au moins, le grand focus va être sur la Lune. Donc, on va voir l'architecture qui est prévue un peu plus en détail. Mais avant, qu'est-ce que c'est la vision de Moon to Mars?
Il y a des grands thèmes qui reviennent, donc qui sont récurrents. Le premier thème, c'est de focusser sur la collaboration internationale. Donc, c'est la vision de la NASA, oui, mais c'est une vision qui est partagée avec les différentes agences spatiales à travers le monde, dont le Canada, bien sûr. Donc, l'Agence spatiale canadienne est directement impliquée dans cet objectif Moon to Mars-là, puis on va voir un peu plus tard comment. Deuxième principe, c'est qu'on vise à inclure de plus en plus de collaboration de l'industrie. Donc, traditionnellement, on avait la NASA qui définissait ses programmes et tout ça, qui était financé par les fonds publics. Puis de plus en plus, ben, on le voit avec SpaceX et tout ça, la NASA veut prendre un pas de recul puis offrir des contrats à différentes compagnies pour l'aider à explorer. Donc, le but de ça, c'est de stimuler, dans le fond, le développement du côté industriel, les emplois, tout ça, le développement technologique. Ensuite de ça, troisième principe, ramener les équipages, le crew, de manière sécuritaire à la maison, ça a bien du sens. Quatrième principe, maximiser le temps de l'équipage. Donc, que ce soit sur la Lune ou sur Mars, on veut vraiment que le temps de l'équipage soit dédié au maximum à rencontrer des objectifs scientifiques. Donc, le but premier, ça va être de faire de la science. Cinquième principe, c'est de réutiliser le plus possible les technologies qui sont développées. On le voit aussi avec SpaceX, donc on développe des lanceurs et tout ça qui vont être réutilisables dans le temps pour avoir une approche la plus verte possible, si on veut. Conduire les activités d'exploration de manière responsable, puis peaceful, donc en paix. Donc, les différentes agences spatiales collaborent tous dans le même sens, toutes dans le même sens. Principe d'interopérabilité aussi, donc on veut que les différents systèmes qui soient déployés soient encore là réutilisables pour différentes options et utilisables à long terme. Utiliser l'orbite basse terrestre, donc encore la Station spatiale internationale au besoin, puis ouvrir l'espace un peu plus au commerce puis au développement. Ça, c'est un petit peu moins de l'aspect scientifique. Donc, voilà les grands thèmes sur lesquels la NASA et les différentes agences spatiales vont plancher pour les années à venir. Maintenant, si on parle des objectifs scientifiques, pour la Lune et pour Mars, donc sciences lunaires et planétaires, on a quatre grands objectifs scientifiques qui vont être visés dans à peu près toutes les missions d'exploration qui s'en viennent. Donc, la première, c'est de comprendre ce qui s'est passé depuis le début du système solaire, de la formation du système solaire. Donc, on le sait, sur Terre, on a les plaques tectoniques, l'érosion et tout ça. Donc, le premier milliard et plus d'années, toute d'activité géologique et de développement et tout ça est effacé sur Terre. Mais sur la Lune, on l'a préservé de manière intacte. Donc, on peut l'utiliser pour en apprendre sur la formation des planètes. La deuxième, c'est comprendre les processus géologiques qui affectent les corps planétaires, comprendre la structure des noyaux, du manteau et tout ça. Encore là, c'est un peu le même principe. Donc, sur la Terre, on a le recyclage de la croûte avec les plaques tectoniques. Sur la Lune, on n'en a pas de plaques tectoniques. Donc, on a le noyau, le manteau et la croûte qui sont intacts, si on veut, depuis leur formation. Puis ensuite de ça, ben, on voit, de par les cratères qui sont présents à la surface lunaire, ben, la Lune et les autres planètes sont impactées constamment par différents astéroïdes. Donc, on peut étudier ce processus-là sur la Lune pour comprendre ce qui s'est passé sur Terre au tout début. Troisième objectif très important, puis qui attire beaucoup d'attention pour les prochaines missions, c'est de comprendre l'origine, les déplacements, puis le cycle des substances volatiles à l'intérieur du système solaire, les premières planètes jusqu'à Mars environ. Donc, ça inclut la Terre, la Lune.
Puis quand on parle de substances volatiles, ben, principalement, c'est l'eau qui nous intéresse. Donc, on veut comprendre d'où vient l'eau sur la Terre, sur la Lune et sur Mars, puis quels ont été les processus d'évolution. Et quatrième grand objectif, c'est de comprendre l'origine de la vie, justement, dans le système solaire aussi. Donc, Mars est assurément une bonne place pour faire ça. Puis, on veut comprendre comment la vie est apparue sur Terre aussi. Et espérons-le trouver un jour sur Mars. Donc, c'est les 4 grands objectifs là, qui chapeautent vraiment toute l'exploration de la Lune vers Mars là, pour les années à venir, la prochaine décennie au moins. Maintenant, à quoi ça ressemble comme architecture, puis comment on s'insère dans tout ça? Donc, Moon to Mars, la phase 1 est en cours depuis à peu près 2020. En fait, en 2019, la NASA a annoncé son plan, l'Agence spatiale canadienne a annoncé qu'ils embarquaient dans le projet aussi, puis en 2020, ça a commencé. Donc, on est en direction de la Lune, on va se rendre bientôt. Il y a un petit peu de retard, là, donc les premières missions étaient prévues pour 2020. Finalement, ça a commencé plus en 2022, fait que c'est quand même très raisonnable comme retard de seulement 2 ans. Puis on voit 2 grandes composantes, dans le fond, pour l'exploration lunaire. On a une composante qui est en orbite par le biais des missions Artemis, dont vous avez peut-être probablement entendu parler. Donc, le but des missions Artemis, ou l'aboutissement en tout cas de la phase 1, c'est la mission Artemis 3 qui vise à retourner les humains au pôle sud de la Lune pour, espérons, 2025 pour l'instant. Puis là, on compte à rebours depuis cet objectif-là. Donc, Artemis 1 visait à juste tester, dans le fond, le système de lanceur et tout ça, sans humains à bord. Ça a été fait avec succès en novembre 2022. Avec Artemis 2, on va avoir des humains à bord de la capsule Orion, la fusée SLS, qui vont aller en orbite autour de la Lune, mais qui ne vont pas allunir. Donc, ils vont faire une orbite, puis ils vont revenir. Puis là, on a une contribution canadienne ici. Donc il va y avoir 4 membres de l'équipage, 3 Américains de la NASA, puis un des astronautes canadiens, Jeremy Hansen, qui va être à bord de cette mission-là. Puis ensuite de ça, ben, Artemis 3, ça sera probablement, on ne connaît pas l'équipage, mais probablement seulement des Américains. En tout ça, la présence humaine, on a le développement d'une station spatiale en orbite lunaire qui est déjà commencé. Les modules ne sont pas livrés, mais ça s'en vient prochainement. Donc, l'idée, c'est de construire une mini-station spatiale internationale en orbite autour de la Lune cette fois-ci. Donc, ça va être une échelle beaucoup plus petite, mais l'idée est la même, c'est d'utiliser la station spatiale lunaire qui s'appelle le Gateway pour faire de la science en orbite lunaire. Et éventuellement, on va avoir une composante, une capsule en fait, qui pourra, avec des humains à l'intérieur, qui pourra s'amarrer au Gateway, puis ensuite descendre à la surface lunaire, remonter pour repartir vers la Terre. Donc, ça va être utilisé comme zone de transition pour faire de l'exploration de surface aussi, puis retourner à la Terre. Donc, tout ça, ça s'en vient, c'est en développement, puis ça va être assemblé au courant des prochaines années, probablement pas prêt pour 2025 pour les humains, mais aux alentours de 2025-2030, s'il n'y a pas trop de retard. On va aussi avoir quelques satellites qui vont être lancés en orbite pour faire de la télédétection traditionnelle comme on la connaît. Ensuite de ça, on a la composante, en parallèle, on a la composante des missions robotisées qui vont aller à la surface. Donc, le but, c'est d'envoyer environ 2 missions robotisées par année à la surface lunaire avant l'arrivée des humains sur la Lune. Donc, on va le voir, il y a plusieurs missions qui sont prévues au pôle sud, mais à différents endroits aussi sur la surface. Puis le but, c'est de tester des technologies, voir comment on est capable de survivre dans l'environnement lunaire, puis surtout de développer les connaissances scientifiques pour préparer l'arrivée des humains. Donc, on va regarder quelques-unes de ces missions-là prochainement.
Puis une petite note qu'on a une composante canadienne aussi. Donc, on a le rover canadien Lunar Rover Mission qui s'appelle pour l'instant LRM, qui est prévu pour allunir près du pôle sud aux alentours de 2026, l'automne 2026, si tout va bien. Donc, ça risque d'être probablement proche d'Artemis 3, à voir qui va avoir du retard ou non, mais ça va être dans les mêmes eaux. Donc, oui, un petit mot sur le Gateway, pour le regarder un peu plus de manière schématique. Donc, la station spatiale en orbite autour de la Lune. Donc, on voit que c'est une version simplifiée de la Station spatiale internationale. Donc, c'est tout petit. Puis, le but, c'est pas d'avoir une présence humaine constante comme dans l'ISS. C'est vraiment d'avoir une présence sporadique, dans le fond, puis de l'utiliser comme relais à la surface. Il va y avoir probablement des instruments de télédétection qui vont être installés aussi sur le Gateway. Ce n'est pas encore tout défini, mais ça va être à venir au courant des prochaines années. Puis à noter aussi, dans le fond, on a une composante canadienne sur le Gateway aussi, qui est le Canadarm3, donc le troisième bras robotisé. On va avoir une version de notre Canadarm sur le Gateway prochainement. Donc, si on regarde les missions robotisées à la surface, on a environ une dizaine de missions qui sont déjà prévues, planifiées entre 2023 et 2026. Il y a un petit peu de retard, les dates sont repoussées un peu, mais ça s'en vient prochainement. Donc, les premières missions étaient prévues pour cet été. Là, on a un petit retard, ça va être probablement cet automne. Mais il y en a 2 qui sont prévus pour 2023. Donc, parmi ces missions-là, il y en a 3 qui sont spéciales, si on veut, parce qu'on a des contributions de l'université puis du Canada. Donc, moi, je participe à 3 de ces missions-là. La première ici, ça va être une mission à l'hiver 2024. Donc, on planifie avril-mai 2024, dans à peu près 1 an et demi. On va se rendre près de l'équateur ici avec un petit rover pour aller étudier une anomalie magnétique. Ensuite de ça, à l'automne 2024, on va se rendre près du pôle sud avec la mission Viper de la NASA. Puis, comme je vous mentionnais, il y a le rover canadien qui va être prévu pour 2026 environ au pôle sud. Puis, je suis dans l'équipe de ce 3e rover-là aussi. Donc, on va parler de ces 3 rovers-là un peu plus en détail. Puis, en parallèle, il y en a d'autres qui vont aller sur la Lune. Donc, en 2023, là, les prochains à avoir lieu, on va en avoir une mission près de l'équateur ici. Puis 2 devraient se rendre près du pôle sud. Les premières missions sont généralement plus simples. On va voir un peu d'exemples. Mais c'est des petits... Des fois, c'est juste des alunisseurs, puis il n'y a pas de composantes mobiles. Puis ensuite de ça, on évolue en complexité avec des rovers à court terme qui vont durer 14 jours environ. Puis ensuite de ça, on évolue vers des missions de plus en plus complexes pour des rovers qui vont durer, espérons, environ 4 à 5 mois. Voilà. Donc, on va parler un petit peu des 3 rovers dans lesquels je suis impliquée. Voilà. Donc, le premier, ça va être ici le rover qui va aller voir l'anomalie magnétique de Reiner Gamma. Donc, qu'est-ce que c'est une anomalie magnétique, premièrement, peut-être? Donc, ici, vous voyez la face visible de la Lune, donc ce qu'on est habitué de voir de la Terre. Puis, à différents endroits sur la surface, on retrouve des patrons de réflectance comme ça. Puis c'est tous les patrons de réflectance comme ça qui ont une alternance là, de forte réflectance. Ça, c'est une image dans le visible, tout simplement. Donc, forte réflectance et ensuite des zones très foncées en alternance, puis qui ont un aspect de tourbillon, si on veut, sont co-localisées avec une anomalie magnétique. Donc,
la Lune, au tout début de sa formation, avait un champ magnétique qui était relativement faible. Puis la plupart de la Lune, pour les roches qu'on retrouve en surface, ne sont pas magnétisées, sauf à quelques endroits qui sont colocalisés avec ces patrons de réflectance-là. Donc, on a un fort champ magnétique, puis on a une espèce de tourbillon noir et blanc. Donc, on ne sait pas ce qui cause ça. Donc, le but du rover Lunar Vertex, c'est d'aller investiguer qu'est-ce qui pourrait causer ce patron d'anomalie. Donc, deux choses, en fait. Quelle est l'anomalie magnétique plus précisément, puis qu'est-ce qui se passe à la surface pour qu'on observe un patron de réflectance comme ça. Donc le rover ici, c'est un rover qui est tout petit et très simple. Donc, c'est un rover miniature là, qui a à peu près 50 cm de hauteur. Donc, c'est tout petit. Puis, il y a deux instruments scientifiques à bord. Il va avoir un magnétomètre qui est construit par Johns Hopkins Applied Physics Laboratory pour aller justement quantifier le champ magnétique à la surface. Puis, on va avoir un microscope multispectral qui est construit par la compagnie canadienne Canadensis. Puis donc, moi, je vais m'occuper plus des données du rover, du microscope multispectral avec Frédéric Diop, qui fait son doctorat en partie sur ce projet-là. Donc, voilà peut-être quelques mots sur le microscope multispectral. Donc, l'idée, c'est que en dessous du petit rover, on a une... Je le montre plus tard ici. On a une petite caméra qui est tout petite. Donc, ça ressemble à ça, le microscope multispectral. Donc, c'est tout petit, plus petit qu'une bouteille d'eau, là. Puis, dans le fond, l'idée, c'est d'acquérir une image microscopique, mais dans différentes longueurs d'onde. Donc, on va avoir une série de DEL. Donc, on a 5 DEL ici qui vont illuminer de manière consécutive la surface, puis on prend une image microscopique, une à la fois en illuminant la surface avec les différents DEL. Donc, on est dans l'UV début du visible de 365 nanomètres, 740, 850, 910 et 940. Puis ces longueurs d'onde-là, ça nous permet d'aller étudier la minéralogie de la surface surtout. Donc, on va avoir une idée du contenu en fer, puis du type de roche qu'on retrouve à la surface. Puis donc, c'est un microscope, donc on va avoir des images à très haute résolution. On parle d'à peu près 30 microns par pixel. Donc, c'est de la télédétection microscopique dans ce cas-là. Donc, ce qu'on espère voir, c'est être capable d'identifier les différents minéraux qui sont présents à la surface, regarder la texture du régolithe. Donc, le régolithe, c'est l'espèce de sable très fin qu'on retrouve à la surface de la Lune. Donc, on s'attend en théorie à voir des différences de porosité puis de structure du sol entre les portions qui sont très éclairées, très blanchâtres, si on veut, versus les portions qui sont plus sombres du swirl, du tourbillon. Donc, on va être capable, avec le rover ou le microscope multispectral, d'aller détecter les différences de porosité. Puis, c'est sur le projet de doctorat de Frédéric. Donc, il va essayer d'essayer de prévoir, là, avec un instrument du type RMM, comment on pourrait créer des modèles 3D de la surface, puis estimer la porosité du sol. Donc, si on revient un peu ici, c'était des exemples un peu pour vous montrer ce qu'on sait à partir des données orbitales jusqu'à présent. Donc, ici, ça donne une idée. Vous avez la force du champ magnétique qui est colocalisée avec l'anomalie magnétique. Donc, c'est comme ça qu'on sait qu'on a une anomalie. Donc, à partir des données de télédétection orbitale, on est capable de voir qu'il y a généralement une augmentation, là, ici, du flux magnétique, vraiment colocalisé avec le tourbillon. Mais avec la résolution spatiale des données orbitales, on n'est pas capable de voir exactement où se trouve le champ magnétique. Est-ce que c'est dans la portion plus claire ou plus sombre?
Donc, avec le rover, ben là, on va être capable d'aller vraiment graduellement voir comment varie ce champ magnétique-là, comment la composition varie, la porosité, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui crée ce phénomène-là. Voilà. Donc, avec les données orbitales, on a des données hyperspectrales aussi. Donc, on a comparé les données hyperspectrales, justement, dans les portions claires, les portions sombres. Puis ce qu'on voit, en tout cas en orbite, c'est qu'il ne semble pas avoir de différence de composition entre les portions claires et portions sombres. Ce qu'on voit, c'est vraiment un décalage là, des réflectances. Donc, c'est ce qui nous porte à croire que la principale chose qu'on va observer à la surface, ce n'est pas des différences de composition, mais ce serait surtout des différences de porosité puis de maturité du sol. Donc, c'est ce qu'on prévoit pour l'instant. Ensuite, reste à voir ce qu'on va trouver. Donc, comme je le disais, les premières missions commencent simplement, puis après, on gradue en difficulté. Donc, Vertex, c'est une mission qui devrait durer environ 14 jours, de 10 à 14 jours. Donc, si vous vous souvenez ici, donc on va atterrir vraiment près de l'équateur. Puis la durée du jour lunaire, c'est à peu près 14 jours, puis ensuite suivi de 14 jours de nuit pour toutes les régions qui sont plus équatoriales. Donc, le rover Vertex ne sera pas capable, il n'a pas été construit pour survivre à la nuit lunaire. Donc, il fait extrêmement froid durant la nuit lunaire. Puis, on s'attend à ce qu'une fois que la surface ne sera plus éclairée puis qu'il va il va faire extrêmement froid, bien probablement que les composantes vont mourir, puis le rover ne sera pas capable de se réveiller. Donc, on s'attend à avoir fort probablement juste une journée, donc 10 à 14 jours de données pour cette première mission-là. Ensuite, on augmente... Ah, j'avais-tu une vidéo là? Non, je pense pas. Oui, bon. Je vous montrerai l'autre à la place. Ensuite, donc, on augmente en complexité. À l'automne suivant, c'est la mission Viper qui va partir pour la région du pôle sud lunaire. Une question. Il y a une question. Oui? Je ne sais pas si j'attends la fin ou pas, mais en fond, je me demandais, comme, c'est intéressant comme ils font tout le temps ça, comme, tu sais, ils s'attendent à une durée de vie, mais est-ce que c'est juste parce que c'est inconcevable de le faire un peu mieux, puis pas qu'il meure après une nuit, parce que les guess sont longs? Ben oui, puis pour l'instant, je m'occupe pas tant de l'aspect à l'ingénierie, mais je les entends parler, là. Dans le fond, il y a deux principes qui peuvent être utilisés pour aider à survivre à la nuit, puis garder le rover minimalement chaud pour pas que tout gèle, là. Puis la première, c'est le radionuclide, les... radioactivité, voilà. Fait que il y en a, mettons, les Chinois, eux, c'est ce qu'ils utilisent, mais la NASA essaye de ne pas utiliser ça pour les dangers qui sont liés au lancement des satellites et tout ça. Donc, on essaye de rester loin de la radioactivité. Puis, sinon, dans le cas de Viper et du rover canadien, c'est des systèmes de piping, dans le fond, qui vont garder une température minimale constante, mais ça demande quand même considérablement d'ingénierie, de développement pour faire ça. Puis, c'est des technologies qui sont en développement. Donc, pour les premières missions, c'était trop compliqué d'essayer de faire ça. Puis surtout que, en fait, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, mais la plupart des rovers qui sont sélectionnés dans le programme CLIPS, qui vont aller sur la surface, c'est différentes compagnies qui vont les construire. Donc, ça stimule une espèce de compétition technologique, mais chaque compagnie développe sa propre solution pour survivre à la nuit ou non. Fait que tout ça, c'est vraiment encore en développement, là. Fait que fort probablement que d'ici à ce qu'il y a quelques missions qui réussissent à survivre à la nuit, puis là, on a des données, voir ce qui fonctionne bien, moins bien, bien là, après ça, les rovers ça va être plus facile de les équiper pour survivre à la nuit. Est-ce qu'il faudra laisser la question vers la fin pour rester du temps? Il faut qu'on accélère un peu. Oui.
Fait que, ouais, Viper, en fait, ça, c'est la première mission, justement, qui va être dédiée pour survivre à la nuit lunaire. Puis, c'est une mission qui s'en va près du pôle sud. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est vraiment en dessous de la Lune, de 50 à 90 degrés sud. Donc, c'est une région qui est, c'est une région qui est plus difficile au niveau de l'illumination solaire, qui est très inégale. Donc, on a certains cratères qui reçoivent beaucoup de lumière directe du soleil, puis on a des dépressions topographiques qui n'ont absolument aucune lumière, donc il fait extrêmement froid. Donc, Viper va naviguer à travers ces régions de soleil et d'ombre-là, en espérant, en survivant la nuit, on va réussir. C'est bien fait, puis c'est dédié à ça. Donc, la mission Viper, elle, devrait durer nominalement une centaine de jours terrestres. Donc, on va survivre à des alternances de jour et de nuit. Durant le jour, on prend des données, le jour lunaire. On prend des données, la nuit, on stationne, on éteint tout, puis on garde une petite température constante. Puis dès que le soleil se lève, on réchauffe tout, puis on repart pour explorer. Donc, pendant 3-4 mois, si tout va bien. Donc, le rover Viper, c'est un rover qui est beaucoup plus gros, qui est développé par la NASA directement. Donc, ce n'est pas une compagnie sous-contractante. J'ai mis une image ici. Donc, ça, c'est la taille réelle du rover qui est à environ 2 mètres de haut. Très gros aussi. Donc, ça, c'est un mock-up pour justement donner une idée de la taille puis d'où les instruments sont installés. Puis tous les côtés, dans le fond, vont être équipés de panneaux solaires qui vont servir à recharger les batteries. Donc, c'est en partie pourquoi il est aussi gros. On voulait avoir une grande surface pour garder le rover au chaud puis de fournir de l'énergie aux instruments scientifiques. Donc, Viper a plusieurs instruments scientifiques à bord. Un spectromètre à neutrons en dessous du rover qui est capable de détecter les neutrons qui sortent de la surface, à peu près du 1er mètre en surface. Puis, ce que ça nous sert, ça, c'est de prédire ou de mieux comprendre où se trouve potentiellement la glace. Le spectromètre à neutrons, on ne voit pas la glace directement, mais il voit la vitesse des neutrons qui sortent de la surface. Puis ça nous donne une indication sur le contenu en hydrogène, donc potentiellement la glace. Donc, comme c'est un outil qui est non intrusif, là, on fait simplement mesurer les neutrons qui sortent. Bien là, quand on se promène puis on voit qu'il y a une augmentation des neutrons, c'est là qu'on va aller utiliser les autres instruments qui sont présents à bord. Donc, on va avoir une foreuse. Donc, Trident, c'est une foreuse d'à peu près 1 mètre. Donc, quand on va avoir une augmentation de neutrons, on va pouvoir forer 1 mètre dans le sol. Puis ensuite de ça, on va ramener la surface, le régolithe qui se trouve en profondeur. Puis, on va l'analyser avec les autres instruments à bord. Donc, on a un spectromètre Nervis qui est vraiment dédié, lui, à détecter la glace. Puis, M-Solo qui est un spectromètre de masse qui va pouvoir nous dire les différents isotopes d'oxygène qui sont présents dans la surface, puis des autres composantes aussi. Donc, pour ma part, moi, je vais travailler avec l'instrument Nervis. Donc, c'est le spectromètre qui va servir à détecter la présence puis la quantité de glace. Puis, on va pouvoir l'utiliser aussi pour étudier la minéralogie. Voilà. Donc, ça, c'est le mock-up à Ames. Donc, les opérations de la mission vont avoir pour lieu principal NASA Ames en Californie. Donc, c'est là qu'on commence à avoir des réunions pour préparer la mission. Puis ça, ici, c'est un exemple du Rock Yard, dans le fond, à NASA Ames, où on fait des tests avec les différents instruments. Donc, l'idée, c'est à l'intérieur, on a une sablière, si on veut, un fil de sable qui va reproduire la surface qu'on pourrait retrouver à la surface de la Lune. Donc, il y a des petits cratères, des gros, différentes formes qui sont présentes, des roches aussi. Puis, ce qui est important, c'est que tout autour, c'est une surface qui est noire, donc sombre, peu réflective. Puis, on a un gros spot, dans le fond, qui sert à simuler les conditions d'éclairement qu'on va retrouver au pôle sud.
Puis donc, on a la Lune ici, son axe de rotation. Le Soleil va vraiment éclairer d'une manière presque parallèle à la surface, dans le fond, du pôle sud. Donc, en labo, on a une lumière qui va aller éclairer de la même manière que le Soleil. Puis là, on essaie de voir avec les différents instruments qu'est-ce que ça a comme implication pour les mesures. Donc, on va avoir des mesures, des images qui sont une alternance de clair et sombre. Puis, on a, comme dans le cas de Vertex, on a quand même des DEL qui vont être utilisés pour éclairer activement la surface aussi. Donc, le spectromètre NURVIS, en fait, c'est un système avec 2 composantes. On a un spectromètre classique, là, comme notre ASD FieldSpec, qui va opérer entre 1300 puis 4000 nanomètres. Puis ça a été choisi vraiment pour aller focusser sur les bandes d'absorption de la glace qui sont vers 2000-3000 nanomètres. Puis il y a aussi le AIM, qui est un Ames Imaging Module, qui ressemble beaucoup au microscope multispectral sur Vertex. Donc, c'est une petite caméra, un CMOS Imager avec différentes DEL. Donc, encore une fois, dans les longueurs d'onde similaires à ce qu'on retrouve sur Vertex, entre 348 puis 940 nanomètres. Puis l'idée, donc ça va être détecter la glace surtout avec le spectromètre ici. Puis avec le Ames, on va pouvoir faire 2 choses. Donc encore une fois, regarder la minéralogie à la surface, puis regarder encore une fois la microstructure du régolithe, comme dans le cas de Vertex. Puis ça, c'est une partie du doctorat, une autre partie du doctorat de Frédéric. Donc, c'est de prévoir des modèles qui vont pouvoir être appliqués à ces images-là pour caractériser la porosité près du pôle sud. On va pouvoir le comparer à ce qu'on retrouve aux anomalies magnétiques. Puis, on se doute, encore une fois, avec les données de télédétection orbitale, on se doute qu'il y a une forte différence de porosité entre les régions qui sont illuminées près du pôle sud puis les cratères qui reçoivent jamais de lumière. Donc, on va regarder la glace, puis la structure du régolithe, puis la composition, encore une fois. Donc, comment ça va se faire tout ça? Donc, c'est une mission de 100 jours sans interruption. Donc, on va avoir, grosso modo, encore une fois, des journées lunaires d'une durée d'à peu près 14 jours avec des nuits d'à peu près 14 jours. Puis pendant les 14 jours où c'est le jour, 14 jours terrestres, où c'est le jour sur la Lune, on va être constamment dans le centre de contrôle à justement recevoir les données, les traiter à temps réel, puis décider, qu'est-ce qu'on fait avec la traverse du rover. Il y a une traverse nominale qui est déjà prévue à partir de ce qu'on sait avec les données orbitales. Mais une fois à la surface, quand on va commencer à analyser les données, on va pouvoir potentiellement modifier la traverse en fonction de ce qu'on trouve. C'est correct qu'on commence. Oui. Oui, on va. On pourrait en parler jusqu'à demain matin, mais je ne vous retiendrai pas trop. Vous n'êtes pas attaché à vos chaises quand même. Oui, fait que c'est ça. Viper va envoyer des données au Deep Space Network en Californie. Ensuite de ça, on a le centre de contrôle à Ames. Puis nous, on va être là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant le jour avec des chiffres. Puis pendant la nuit lunaire, tout le monde rentre chez eux. Je sais pas, on décante, on essaie de penser à d'autres choses, mais en même temps, on réfléchit à ce qu'on vient de voir, puis on se prépare à la journée suivante. Fait que l'automne prochain risque d'être très intense pour ça. Oui, un petit mot, en fait. Ce qui est intéressant avec Viper, c'est donc les logiciels qu'on va utiliser pour traiter les données en temps réel. C'est un SIG. C'est un SIG open source, dans le fond, qui s'appelle OpenMCT, Open Mission Control Technologies. Donc, c'est un SIG qui a été développé à NASA Ames, mais le code est ouvert, c'est sur GitHub. Donc, l'idée, c'est que ce SIG-là puisse être utilisé par différentes missions ou n'importe qui veut l'utiliser, pas nécessairement pour une mission, mais pour autre chose.
Donc, tout le code source est disponible en ligne, puis on peut ajouter des modules comme on veut, puis participer au développement. Donc, on a pris la base, dans le fond, du logiciel qui existe, puis là, on est en train de l'adapter aux besoins de la mission. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la région où Viper va se rendre sur la surface avec des données haute résolution. Puis OpenMCT permet de télécharger les données qui vont nous être envoyées, les données brutes, mais aussi il y a un aspect SIG. Donc, on va être capable de voir les données, d'afficher toutes les données qu'on a orbitales. On va les afficher dans le SIG. On va voir où est la traverse. Puis là, on va avoir du contexte pour interpréter les données qui arrivent versus ce qu'on connaît déjà à partir des données orbitales. Donc, une fois que ça va être fait en 2024, une petite pause. Puis, on travaille en fait déjà sur le rover canadien qui, lui, devrait être lancé dans la même région, près du pôle Sud, mais à peu près 2 ans plus tard, en 2026. Donc, le rover canadien, c'est un tout petit rover comme Vertex, une 50aine de centimètres tout petit, mais qui a les ambitions de Viper. Donc, il va être construit pour survivre à la nuit lunaire puis durer 3-4 mois à la surface. Puis, il y a quand même plusieurs instruments scientifiques à bord. Donc, on a encore un spectromètre à neutrons pour garder l'hydrogène dans le premier mètre. Ensuite, on a le Frost Suite qui est en fait 3 capteurs différents. On va avoir 2 imageurs multispectrales, un en dessous qui nous donne encore une fois les images à haute résolution de la surface dans différentes longueurs d'onde, un en avant, puis le Lyman Alpha Imager qui est l'instrument sur lequel je travaille. Dans le fond, je suis PI pour le Lyman Alpha Imager, puis Deputy PI pour le rover au complet. Donc, on va parler du Lyman Alpha un petit peu. Puis, le dernier instrument, c'est un capteur thermique. Donc, on va être capable de voir avec tout ça. L'idée, c'est de se promener près du pôle Sud, d'être capable de voir où il fait très froid avec le capteur thermique. Ensuite de ça, on image avec nos DEL, voir est-ce qu'on voit de la glace ou non. On n'aura pas de foreuse dans ce cas-là. Donc, les données du Neutron Spectrometer vont nous aider à comprendre ce qui se passe dans le premier mètre, mais on n'ira pas forer puis aller chercher des échantillons. On va rester vraiment avec ce qu'on voit à la surface. Mais c'est quand même très, très, très ambitieux comme programme pour un tout petit rover de cette taille-là. Donc, le rover est en développement. On est en phase B en ce moment. Donc, on est encore dans les concepts théoriques de comment faire pour construire les instruments de la manière la plus optimale. Puis, dans les prochains mois, on va avoir de plus en plus de prototypes pour commencer à faire des tests en labo. Ça, je l'ai dit, je le passe. Quelques mots sur le Lyman Alpha, puis après, j'arrête là. Donc, l'idée du capteur Lyman Alpha, c'est un capteur dans l'ultraviolet, même l'ultraviolet lointain, vraiment des très petites longueurs d'onde. Ce qu'on sait, en fait, de la réflectance de la glace versus le régolithe ici, entre 100 et 200 nanomètres, donc dans l'UV. La réflectance de la glace est très faible là, avant 150 nanomètres à peu près, puis très élevée après, vers 200 et plus. Tandis que le régolithe a une pente presque droite comme ça. Donc, l'idée, c'est d'aller avec le capteur Lyman Alpha, c'est qu'on va avoir une bande ici, on va détecter ici la réflectance avant 150 nanomètres, puis une bande après. Puis là, quand on va faire le ratio de ces 2 images-là, bien, si on a un fort ratio, ça va nous indiquer qu'il y a de la glace. Puis si on a un ratio faible, bien, ça va être un régolithe sec. Puis, bien, en tout ça, entre les deux, bien, on a la gradation. On espère être capable de quantifier la gradation de glace dans le régolithe. Donc, ça, c'est tout simplement une image de labo qui a été faite pour tester le concept à l'Université York. Donc, on avait ici des sections de glace pure, de régolithe, de simulants de régolithe. Puis, on a acquis des images dans l'UV avec un prototype, puis dans le visible. Puis, quand on fait le ratio de ces images-là, on voit que la glace là, ressort avec un fort ratio versus le régolithe.
Fait que c'est pas mal ça. Le reste, les projets en cours, dans le fond, en attendant que les rovers arrivent à la surface, ben, on se prépare. Donc, on fait des modèles pour se préparer à analyser les données. On utilise les données orbitales pour maximiser l'information qu'on a avant que les rovers arrivent. Puis, on fait des tests en labo pour prédire, bon, ben, qu'est-ce qu'on va être capable de voir. Donc, il y a plusieurs étudiants qui travaillent sur différents aspects. Frédéric, on l'a mentionné. Alex Camon qui va travailler plus sur la composition du sol en labo. Samuel Bouffard sur les sites d'alunissage pour le rover canadien. Il va présenter ses résultats vendredi prochain. Benoît Desrochers, lui, travaille plus sur l'utilisation d'imagerie de descente pour créer des DEM à haute résolution. Et voilà, Samuel Gagnon travaille sur un type de roche qui nous intéresse particulièrement. En finissant, 2 mots pour dire que en parallèle de tout ça, on a des projets martiens aussi. C'est pas juste la Lune. On a Héloïse et Gaëlle qui travaillent fort sur des projets martiens. Dans 4 semaines, on s'en va, le countdown est commencé. On s'en va sur l'île d'Axel Heiberg pour aller étudier une formation géologique, les chapeaux de fer. Là, vous en avez peut-être entendu parler dans les différentes présentations puis les posters. Donc, on s'en va étudier ça pour essayer de voir si on ne pourrait pas trouver des traces de vie dans ces formations-là qu'on pense qui pourraient être présentes sur la planète Mars aussi. Donc, on est en train de se préparer à tout ça, puis on pourra faire une autre présentation là-dessus, mais ce qui nous intéresse, c'est l'aspect biologie, astrobiologie avec l'Université McGill, puis à l'Université de Sherbrooke, ben, on a différents projets plus sur l'aspect télédétection de ces formations-là. Donc, à suivre, ça c'est la campagne, en fait, des images de la campagne de l'année passée. Puis cet été, on retourne à la même place, puis on va aller échantillonner d'autres régions aux alentours. Donc, voilà, voici. Puis merci à tous les étudiants qui... On pourrait prendre comme une question. Après ça, on passerait à Jason. Oui. Moi, j'en ai 2 très petites. C'est quoi la taille des swirls que Vertex va regarder? Centaines de kilomètres, c'est énorme, mais le rover, c'est vrai, il va traverser à peu près 1 kilomètre de la portion blanche à... Pour le microscope avec une idée, comment faites-vous consommer de la luminosité parasite due à l'émission du soleil? Oui, il faut le prendre en compte. Fait que dans le fond, le dessous du rover devrait être une surface qui est très peu réfléchissante. Fait que quand on illumine avec nos ailes, on essaye de ne pas avoir de contribution dans le dessous. Mais c'est sûr qu'on va avoir de l'illumination solaire indirecte qui va arriver. Fait qu'il va falloir la modéliser puis l'enlever du signal. Ouais. Merci. Okay. Boom. Well, thank you very much for the invite. It's a real pleasure to come from Bishop's University and make the long trek just along the highway to Sherbrooke. I drive by it all the time, and it seems far away, but it's really not. Part of my reason for wanting to do this, and thank you very much for the invite, is to encourage more collaboration and to maybe present new opportunities in research that maybe you haven't thought about before. Because when you think about remote sensing, and then you think about exoplanets, we can't travel to an exoplanet at the moment.
We can't get a sample of exoplanet and bring it back and study it. We have to do it all through whatever type of, say, mostly electromagnetic radiation that reaches us from these distant planets and then try to deduce their properties. And that's the key part of my research. My overlapping goal is to understand what makes a planet Earth-like. Why is it that we have this nice atmosphere above us that we can breathe? Why is it cold today, for instance, instead of warm? It's all these big questions that I believe that by studying planets around distant stars, we can get a handle on processes in our own solar system that have led to the evolution and development of the Earth as we see it. That's my research. So I'm the Canada Research Chair in Exoplanet Astrophysics, which sounds cool. I'm also department chair, which means I have too many chairs that I sit on during the day. But I try my best to have some fun while I'm doing it. So, as I mentioned, we're working on essentially remote sensing of worlds that are parsecs or tens to thousands of light years away. To give a bit of context, this is from your first year astronomy textbook picture that shows the planets in the solar system, right? We're all familiar with this. And the reason I show this is that currently all the work we do on exoplanets is almost all of it is concentrated on the inner astronomical unit, so from the Earth to the Sun, because that's the base of knowledge, and all of our surveys are concentrated on so far. So there's this vast unknown, which has a little bit of research into it, but is vastly unknown. So when I talk to you today, most of what I'm telling you about is processes that happen in the inner solar systems, so the Earth and closer to the Sun. But many of you probably know that the outer solar system is just as important to understand. It's the dynamical interaction, for instance, of Jupiter that we believe was fundamental toward providing the conditions such that the Earth could form, the Earth could have a moon, that the Earth was protected during the stages of the early parts of star and planet formation to produce the Earth it is today. So this great census that we're doing now, figuring out how many planets are there in the universe, there's a lot, is far from incomplete. So if I can give you a couple messages to walk away tonight. The first one is that if it was clear tonight, and you went out and picked any random star and looked at it, there's almost certainly planets around that star. This is something that we've never known before. We're the first generation of humans to know that there are more planets in our galaxy than there are stars, in that context. I used to work at NASA Ames for about 7 years, which is nice to see the overlap from there. And so when I worked at NASA Ames, I worked on studying exosolar planets. I used to get letters in the mail sometimes from the public, and some of them were from questionable sources of people that would write letters. And I got one from a very angry lady that was yelling at me in the letter, talking to Tom, saying, I don't understand why we're bothering doing all this nonsense. Why are you searching for planets? I can tell you how many there are. Just count the number of stars, multiply by 9, you're done. And the problem is, it turns out she's probably not that far off from the first. But I think it's really cool that this is what we actually know now. The second big message I can tell you that you can walk away with from our study of exoplanets is that the properties of exosolar planets is incredibly diverse. In that we find lots of solar systems that look nothing like ours. We find planets the size of Jupiter that orbit its host star every 1 day. We find planets that are that are twice the size of the Earth, for instance, that look like they have no atmosphere. We find planets in highly eccentric orbits that have their temperatures change from roughly 400 Kelvin to over 1200 Kelvin over the course of a couple hours. The advantage of these diverse conditions is we can use those as laboratories to ask, how can we learn about planets in these diverse conditions and then link that back to knowledge that we have of our solar system. In fact, I would argue the only way we can interpret distant exoplanets is by properly understanding the properties of planets in our solar system. Right? As an example,
we tend to name exoplanets based on their bulk properties. So if a planet is about the size of Jupiter, we call that planet Jupiter-like. If a planet has a mass that's similar to the Earth, we call that planet Earth-like. It doesn't mean anything about having life. It means nothing about having volcanoes, nothing about the weather patterns. These are just general terms of us beginning to do a relative comparison between distant planets and what we know about our solar system. So it's very important that we understand the Earth in great detail, that we understand the other terrestrial planets as well as the gas giants, because it's direct knowledge that we then use for distant planets, which then feeds back to tell us about our own solar system and formation processes. So the way I study exoplanets, this is a nice animation that shows a planet as seen edge on from the observer. I use the simple geometrical trick that as a planet moves in front of its host star from your perspective, and a little bit of light is blocked out by that planet. So this is now just pi times r squared, right, for the surface area of the planet compared to the surface area of the sun. So a bigger planet blocked out more light. Couldn't be any more simple than that. Right? So this is the easiest way that astronomers can go and find planets. It's been a very, very effective method. In fact, this is a diagram that shows what's called insolation flux on the x-axis. That's how much energy does a planet receive compared to the Earth. So if the number is 1, it means that bolometrically that planet receives the sound amount of energy from its host star that our Earth does. So low numbers mean essentially cold, and high numbers mean it's hot. And then on the y-axis is the radius of the planet relative to the Earth. And then I've drawn to relative scale. So here's the location of the Earth, here's where Neptune is, and here's where Jupiter is. And all the rest of this cloud is on here is our discoveries over the last roughly decade, right? So we now know of 5,000 plus exoplanets that we've been able to study and measure their radii, and then through essentially Kepler's third law of its orbital period to determine how much energy these planets receive. And you kind of look at this, and it's remarkable because I marked positions of some planets in the solar system, and none of these dots cluster around that area. Part of this is observing bias. It's hard to find planets far away from their host star with these techniques. So there's incompleteness on this part of the diagram. It's hard to find small planets, so we're incomplete down on this part of the diagram. But nonetheless, what's all this stuff? Right? There's nothing in our solar system that represents these types of objects. These are what we call in this category essentially super Earths. And then there's another cluster here that's we call mini Neptunes because it's a bit smaller than Neptune, so why not? And there's this weird division that's between them that was never, well, eventually a theorist said they predicted it, but it wasn't really expected at all. Yeah, if you're a theorist, you know that in your drawer you have a theory for every observation that's coming out. Right? But it's well separated. And what's happening is we're learning is that planets form, they probably have initial atmospheres. Those atmospheres get sculpted by the host star around them. They produce secondary atmospheres, and we think this is the end result of the evolution of planets around their host stars. Some of them form these more Earth-like rocky ones. Other ones form more Neptune-like planets. This is pretty recent results over the last couple of years that have come out from the so-called radius gap that's formed, where we're getting our first real information about the evolution of planets after they're born and what they turn into. So what we got to figure out is what pathways lead towards the formation of planets like the Earth. So when I worked at NASA Ames, I got the honor of working on Kepler 186f, which at the time was billed as the first validated Earth-side planet in the habitable zone of another star. And when you work at NASA, they have these brilliant people that do these awesome artworks for you, right? As I said, this is obviously not a real picture of the planet because it's about a few hundred light years away from us. There's no way to do that. But after working with the artists and
saying, you know, this planet's around a star cooler than the sun, so maybe its chlorophyll works more better in the infrared. We came up with these reasons of saying trees might look more brownish around this planet or something like that, and came up with this description that we used for the press release. And it got picked up by the Globe and Mail, and I was super happy to see a Canadian source picking it up. And I make this joke all the time, but you can tell it's a Canadian news source because there's caribou on the front page. But at the same time as the exoplanet work made the front page as well. Which is both good, but both scary at the same time, because honestly, the data that we gather about these planets is not as useful as you think for characterizing things as being Earth-like. And that using this transit method, the only information I have about the planet is how much energy it receives and how big is the planet. Right? So how can I tell you there's trees and water and all sorts? I can't, right? I can use my imagination and tell you what that might look like. But in reality, I don't know if this planet's a ball of iron. I don't know if it's just a chunk of ice. Right? We have to go through other methodologies, such as the rate of velocity method, to maybe try to get masses. And what I'll talk about soon is methods to actually start to detect atmospheres around these planets. You've probably all heard of the James Webb Space Telescope. It's phenomenal. So I'll showcase some highlights from there as well of where we're starting to make insights into maybe trying to distinguish between these different scenarios to then go beyond, while it's the same size of the Earth, to maybe ask the question of, is it really truly like the Earth? So the trick again is to measure how big is the planet, but now to do it as a function of wavelength. So first of all, this is Venus transiting in front of the sun. You notice this little ring that's going around the side here? That's light from the sun that's refracting through the atmosphere of Venus. So right away is that you can deduce that Venus has an atmosphere based on this transit measurement alone. Because a little bit of extra light happens to refract too. The cartoon here gives you different scenarios of, if you're a distant observer, you're trying to observe how big is the planet at different wavelengths, because light is now passing through the atmosphere. So if the atmosphere is full of water, and you were to look at that planet in the infrared, you would expect the planet to look bigger, because we know that water is very good at absorbing infrared radiation. Right? So if in the infrared the planet looks bigger, okay, there's water. Right? And you can do that as a function of wavelength and start to construct the spectrum of what a planetary atmosphere looks like. So I like to use this nice picture of Toronto. I guess we could use other ones now with all the smoke and everything else coming from it, but it really is looking, grazing at the ground and then trying to figure it out. There's even like theories now that suggest that if we can find polluted worlds because they didn't take care of the planet like we're not taking care of it, maybe we could actually detect those types of signals as well. We really think we can do this stuff. And then the cartoon schematic that says, as a function of wavelength, you simply measure how big the planet is, and then invert that to tell you what the spectrum of these distant worlds is. So this is where James Webb comes into play. You may not have seen a picture like this. This is one of my favorites. Here's the engineers for your scale, just how massive the James Webb Space Telescope really is. This is it going into this vacuum tube so they can test it under vacuum conditions to make sure it's ready for space. We know it worked great, but it's a 6-meter diameter telescope, the largest of its kind put into space, and we're now reaping the rewards of the observations that's coming out of this. In case you don't know, what makes James Webb very special is not only the large aperture, the fact that it can observe in the infrared, where there's like absorption from water, it's also placed at the Lagrangian L2 point. So this is the gravitational balance between the Earth, well, mostly between the Sun, Earth, Moon gravitational stability point. So it's an unstable point, so it sits there and kind of orbits around. But at that location, it's free from all the effects of the Earth's atmosphere. Even low Earth orbits are quite noisy. So at this distant Lagrangian point, it's thermally stable. It can cool down its infrared detectors to get crystal clear views of distant planets.
This is the Canadian contribution to the James Webb Space Telescope. It's called NIRIS, the Near Infrared Imaging Spectrometer. Probably see about it on the news all the time. It's development of this through the Canadian Space Agency, allows Canadians to get direct access to the James Webb Space Telescope to apply for observing time. And we can also get funded to actually do the research using James Webb observations as well. So it was a $300 million investment, one of the largest investments we've ever done in space astronomy. And now is our chance to actually fulfill that investment and show what we can do. So again, it's infrared measurements, where James Webb is a specialty. Hubble Space Telescope, for many are familiar with, is very much an optical instrument. And what makes James Webb special is the fact that it can reach all the way into the infrared. And that will be especially important for not only doing atmospheric studies, but for thermal emission from planets. Planets act like black bodies. We can study that as well. So this was one of the first results that came from the James Webb Space Telescope. And as someone who studied this for over a decade, this blows away anything that we've ever seen before for exosolar planets. We're going to be spoiled now. So we're going here from about 0.5 microns, so in the middle of the visual spectrum, all the way out to 5 microns, and measuring again how much light is blocked by the planet as a function of wavelengths. And then identified for HELP is all the different molecules that we believe are present in the atmosphere that we see now producing these opacity in the atmosphere itself. So we got nice things like carbon dioxide, water, sodium shows up. And what showed up for the first time was sulfur dioxide, which actually wasn't expected. When we put together the first spectral models to figure out what we were looking at, is this feature here wasn't predicted. So we had to go back to the models and revise them to include sulfur in it to try to account for it. Rain's cool. So me and my team at Bishop, we actually applied for time at James Webb for the first round, and we were successful, which was awesome, right? So there was about 10 teams in Canada that were awarded precious time on James Webb for the first year, and Bishop University is one of those lucky teams, or 11 actually, they were one of 11 that got access to the first observations in the first year of operations. It's phenomenal. So rather than doing some boring planet, we decided to do a planet that's called HD 80606b, which, if you've seen these like cool NASA travel posters for visiting distant planets, we have one for that planet as well, which is called the Roasted Planet. It's the size of Jupiter, but this is the orbit of this Jupiter-sized planet relative to our solar system, right? Isn't that nuts? So it goes out almost to the orbit of Earth and goes screaming in to within like a few stellar radii of the surface of the sun. So out here, it's a nice balmy 400 Kelvin. And as it comes in and screams by the star, the atmosphere gets heated all the way up to almost 1,000 Kelvin and beyond, right? So the reason we picked this is that we want to do real-time meteorology on this particular planet. We want to watch the atmosphere of this planet, its chemical structure change as you turn the temperature on the knob and see what happens. You know, does clouds form? Do we see things rain out of the atmosphere as you turn up that temperature? These are the things we want to know. I don't have too many answers for it right now because the data kind of just arrived. But from initial guesses and looking at it, it's pretty phenomenal. And kind of excited to start playing with this fun guy. In preparation for this, as we do lots of theoretical studies, this is a prediction of the thermal map of the planet. So we have longitude and latitude, and you can kind of watch the temperature scale over here. So this is when the planet's far away. The time is around about 100 days for the planet to go into full orbit. So as this number gets close here, it's close to 110, you're going to see the temperature start to scream upwards because that's the heat that's hitting it. And we expect the planet to get this dumped
with all this energy that comes in. And our observations were timed such that we watched the entire thermal event. So we have those in hand now. We validated we can actually see the thermal bump that occurs. So now we have to turn that and extract the spectroscopy and then start actually doing meteorology of a distant world to see how the chemical structure is changing. So it's cool. I'd say we're probably a few months away from getting to that answer. I sat down a couple weeks ago and just for fun did a quick extraction. So as a function of wavelength, we're looking out here at around 4 microns. This is the transit depth spectrum, and this is what we see so far from just one time signature. And what this is this is the thermal black body of the planet that we see at the moment. And at the moment, we'll get higher resolution as we dig further into the data, but the idea is that all these bumps and wiggles that we're seeing here, we don't know if it's instrumental or if this is, for instance, seeing ammonia raining out of the atmosphere. We predict that we will see ammonia, but we don't know that. So this is to be determined. So maybe in a couple months I can tell you about ammonia rainstorms in a distant exoplanet. There is complications. So this is another result that came out about 2 weeks ago from James Webb of looking at another Jupiter-sized planet. And this is the James Webb measurements. Looks pretty flat, right? But the expectation is that this little bump that you see here would be due to water. There's a complication when you do work in transiting exoplanets is that it's hard to tell if you're looking at spectral features due to the planet, or if there's interference from the star itself, like star spots. So when I said earlier, we do a geometrical measurement of how big the planet is relative to the star. If there's a star spot that's on the surface of the star as well, that effectively makes the star a little bit smaller. And a star spot will have a slightly different temperature relative to the rest of the star. So that difference between the two black body spectrums means that there's a color bias that comes into play that can fool you. And it's been shown pretty definitively that with just infrared measurements alone, you can't tell the difference between absorption due to water or being confused by the presence of star spots. So what it's telling us is that not only do we need James Webb in the infrared, but we need to think very large wavelength. We need observations that go all the way up almost to the ultraviolet to go as bolometric as possible to deduce the full spectrum of these and not get confused by the blending of the star and the planet together. Again, I can't go visit the planet and figure out what it is. And the planets are so far away that the light from the star and the planet is merged together when it comes to us. We can't resolve it. So you have to understand not only the star, you have to understand the star in great detail in order to pull out the properties of the planet. So to do that there's 2 proposed Canadian missions that have a strong exoplanet science case. I'm the lead for both of them. One has the nickname POET, which is Photometric Observations of Extrasolar Planets, and the other one is CASTOR, or the Beaver Telescope, which was primarily for doing cosmology, but I've made a case that you can actually do exoplanet science with it as well. And this is the rendition of what CASTOR is. So POET is a microsatellite. It's this big, literally, weighs around 50 kilograms. CASTOR is a 1-meter space telescope and would be the first Canadian flagship astronomy mission in our history. So 2 very different classes of planet or missions, and we're striving to actually get both of them launched. So this is POET. This is the one I'm the PI on it's run through Bishop's University. So this is our drawing of it. We're currently in the middle of what's called a space technology development program, where we're actually making the optics right now in partnership with ABB up near Laval. And we're near the end of that. We're targeting a 2026 launch date, as long as we can find the funding. We're 20 centimeter optics, and we have precision photometry in the, it's a little bit outdated, but in the U band, so close to ultraviolet,
in the visible range, and then in the shortwave IR. We want to do broad spectrum photometry to do this disentangling of star spots to really help benefit our understanding of observations from James Webb. And the other one is Castor. So we're going from 20 centimeters to 1 meter. And this one here is truly ultraviolet, going from 2 to 300 nanometers for its shortest waveband filter, which again would be excellent for solving this degeneracy problem for for spots in exosolar planets. Again, this is what we're now developing here in Sherbrooke for space missions moving forward, again with support from the Canadian Space Agency and as well as Quebec-based industry such as ABB, is we're hoping to actually get one of these missions funded and off the ground over the next couple of years to begin to explore this new phase space of exosolar planets to try to say, is this water or is this just star spots? And then what's really, truly exciting, let's jump on ahead, is this is a theoretical prediction of the planetary size versus wavelength, but for planets that might represent the Earth. The key takeaway is that when you get down towards 200 nanometers, or roughly, actually around 300 nanometers, is this bump here. This is due to the presence of ozone in our atmosphere. So when you go out on a nice sunny day, you get a suntan, but you don't get terrible suntan because there's ozone in our atmosphere. So that means that our atmosphere is very good at absorbing wavelengths. So we can use the exact same concept of before of measuring the radius of the planet, except try to do this now for Earth-sized planets around sun-like stars. So we've done the predictions for this, and the signals that we're trying to pull out is on the order of what's called 2 parts per million. To give you an idea of how small parts per million is imagine you're looking at a building like the Empire State Building, nice famous building, and you now drive 200 kilometers away from the Empire State Building. On the Empire State Building, every single window has all of its blinds up and lights are on in every single window. To make the Empire State Building dim by a few parts per million, you're going to take one shade on one window and move it down by about 10 centimeters. So that's the type of precision measurements we're trying to do of these distant planets transiting their stars to try to get the first evidence for biosignatures like ozone. So it's kind of neat in that Canada is at the forefront, not only doing development for James Webb, but we also might be taking the forefront of doing the first biosignature survey for the presence of ozone in distant worlds. I should have put more slides in for this cool stuff because there's been a bunch of, in case you didn't know, the first evidence of an extrasolar planet was actually from a Canadian, Gordon Walker at the University of British Columbia, published the first paper in 1988 about the rate of velocity discoveries of planets. There's a whole story where my PhD supervisor, who was just a postdoc at the time, convinced him to write something different in his paper. So I can tell you that is another maybe future type of discussion of the history of exoplanets. The first directly observed exoplanet was by a Canadian as well. The first transiting extrasolar planet was discovered by a Canadian in a parking lot, for instance. And so why not have Canada go after the first detection of biosignatures around distant worlds alone? And that's what we're trying to do, right? So I really can say that this is the first time in human history where we might have the opportunity of finding the first evidence of life in a distant star through these types of signals. There's big caveats, right? If I tell you there's oxygen around this world, it doesn't mean there's life, right? Anyone who's a geologist knows that you can do all sorts of chemical reactions to bring all sorts of oxygen out into the atmosphere, right? So it's going to be fun because someone's going to stand up here and say, look, there's life. And you're going to sit there, your arms crossed, and just shake your head and say, no. That's right. But that's the fun of science, right? Of having debates about these squiggly lines about whether they tell us there's life around distant worlds. So here, but like I said, the next 5 years is going to be a blast. I hope we can find good collaborations. I can tell you more about this story as it begins to develop with James Webb of will we find biosignatures in the infrared
through water and other detectors, and maybe even things like phosphine. Will we get microsatellites and flagship missions off the ground to do work in the ultraviolet for ozone? Right? All cool stuff that's happening here in our own backyard to learn about really distant planets, which then in turn asks the big question of, where did we come from and piece it all together. So I'll stop there. Happy to take any questions or sit around and just shoot the shit and talk about whatever. And then maybe have you guys come down to Bishop and we can chat more there and invite more of this collaboration between two great universities. So thank you. I want to say I really like the way you presented the story. It really felt like story time. Oh, thank you. And all that. Yeah, the rain was purposeful, right? Exactly. On slide 7, I had a specific question. You said it's like, it's far. Okay, well, go ahead and ask your question. You said it's impossible to know exactly the composition of the exoplanets, and I get that, but is there a specific composition that would be really scientifically interesting? And I guess as a scientist, they're all fascinating, but one specific that would be really interesting to scientists, for example, for maybe correlation with our Earth or something. Yeah, that's a great question. So maybe, we have these different compositions. How are they going to be scientifically interesting? And well, from my viewpoint is they're all really cool and interesting. But I think to unravel this mess, it's going to be very hard to do it on an individual object, right? Because if I tell you a mass and radius, I tell you a mean density. You can probably think of all sorts of different ways of constructing a planet with different types of interiors that will all add up to that same density. So I think what you need to do is observe a population of them and ask, how does the radius of the planet change as I increase the mass? Because now we're answering the question of what is the equation of state that is driving that relationship. And iron versus ice will have a very different mass-radius relationship. Right? So if I find lots of planets that are ice, they should follow a determined mass-radius relationship that you can predict based on your knowledge of how ice performs under different pressures. Likewise with iron, iron's also going to have a very specific mass-radius relationship. So the really cool thing so far is that of our mass-radius relationship measurements so far, everything points to this composition being the most common, and it's more rare to find outliers like iron or ice. So when you form a solar system, the silicates that are present and whatever process that happened that allow planets to begin to form seem to aim towards producing, at least in the inner solar systems, rocky-like compositions. That seems to be the preferred route so far. Right? And we can only get to that conclusion through bulk statistics of large populations. Doesn't mean they don't exist. I'm pretty sure both of them do. Right? And especially as we start to explore the extremes of the population. So I suspect ice balls will show up when we get towards the outer parts of the atmosphere. And we do know of some objects that have the exact densities that we expect actually are mostly iron balls, very close to their star. So we're starting to figure this out. Does that kind of get at your question? Yeah. And maybe I have another question. Go for it. Is there a way when you observe exoplanets like this that are really far, is there a way to account for the fact that, for example, the planet will show in an orbit that came really close to the sun? Is there a way to account for I guess iron would melt, for example, but can you account for that when observing images like that? Like yeah. If it makes vapors, it might seem like it has an atmosphere, but it might be a byproduct of a physical process that occurs. Yeah. So let me go to this population diagram to help with that.
So again, the insulation flux down here, you can think of as the mean amount of energy that planet receives. If you look at the small planets, we find that they exist all the way to very high temperatures and energies. The gaseous ones stop. Right? So there's two ways to answer that question. One is that maybe we just don't form these planets, but I think what the actual explanation is when these gaseous planets get too hot, their atmospheres evaporate. When you actually look in the ultraviolet at some of these planets, you see comet tails behind them. So we can actually see their atmospheres evaporating. So in that case, yeah, like we need to understand the balance of energy coming in and how it's impacting the surfaces. So the atmosphere is a bit easier because that's just, the atmosphere escapes. For some of these small rocky ones that are very close in, is we do expect there to be like giant lava lakes on those planets. And it gets weirder is because they're going to act like the moon. They're so close to their star, they're going to get totally locked. We expect that. So one side of the planet will heat up to 1,000 plus Kelvin, maybe 2,000 Kelvin. So iron melts, right? And then you go to the night side, and it's whatever radiating out to space. So it's cold as anything, right? So now you can play the trick where the planet's going to go around the star. So you can observe it nighttime at one phase, and you can observe the daytime at another phase. Look at the differences. Use reflectivity studies, because light's reflecting off it from the star, and ask, is there liquid molten lakes that are on this particular planet, and try to answer that question. We have James Webb data in hand already for some planets to try to do that exercise. So your question might get answered in a couple of weeks. The interesting part of this graph is basically the holes that there are there models that we expect, things that we expect to be able to observe, or at least that we think are in those holes. Like I think you see Jupiter and you see Neptune. Is there like, are we a model of these parts, or are we in our solar system? Are we completely unique in this regard? Yeah, that's a great question. So, is our solar system unique out there, right? And I think the answer is no. I think there's lots of other solar systems that, as we explore, begin to really represent the architecture that we see in our solar system. So there is a whole pet industry of trying to do population synthesis to predict what this plot should look like. In that they will seed models of the early solar system, allow it to go through n-body integrations and have things merge together and form bigger and bigger embryos over time, and try to fill this out. So there is predictions that we should see lots of Jupiter-sized planets. And that the prediction is that for every Earth-sized planet you find, you should find Jupiters and Saturns and everything else that goes along with it. Good news there is we have the Roman Space Telescope. It's a NASA mission that's supposed to is a microlensing experiment that will effectively explore this space and then confirm whether or not those simulations, in fact, are making true predictions. So we'll get a direct measurement. It's kind of neat, in case you don't know how this works, is that you have a distant star that's just whatever, and then a planetary system comes in front of it, and then the light bends because of gravity and will magnify the background star. So the star does, so the foreground star does it, and the planets do it as well. So you try to see this microlensing signature due to the bending of light because of the gravity of the planet, and Roman will do that to survey this whole region. Turns out it's much easier to do this outer part of the solar systems with this microlensing survey than it is to do with transits. So it's very complementary to each other. So 2026 or 2025, actually, I believe that's when that's going to launch. And then we get that knowledge of filling in this whole population space. So how common are Jupiters? And if we find Jupiters, do we also find Earth-like planets? Will be a very important question to answer. I was wondering about, or like a really wild sort of orbit that you were describing. Like when I think about orbitals, I think there's the sun in the middle, and everything except like maybe Pluto is like orbiting in a more or less perfect circle.
would you say that in terms of exoplanets, you see more of these relative to our solar system crazy orbitals, or does it usually, like, is this one actually crazy and kind of rare? So the one I showed you is crazy and rare. So the good news is that we can do eccentricity studies. The way of measuring the eccentricity is actually relatively simple. You time how long it takes for a planet to transit. So if you use Kepler's third law, when it goes through periastron, it moves faster. When it goes through apstron, it moves slower. So you measure the transit duration as expected for a circular orbit, and then you can measure the eccentricity. We've done that, and it turns out most planetary systems are in circular orbits. That agrees with all of our, first-year astronomy collapse of systems, and so that's good. So why does this crazy planet have this crazy orbit? And the reason is that there's two stars that are separated by 10 light years. I think they're separated by 500 astronomical units. So there's two stars that are very close together in a binary system, and then that one planet is feeling the gravitational pull of both of those, and it's an interaction what's called the Kozai effect that bumps up the eccentricity, pumps energy to give that crazy eccentricity. So that's why we see it. So it's a crazy world. Well, thank you, Jason. I think if we want to continue the discussion, we might head up to CRN. Quite cool. But, so thank you for the presentation, and thank you, Miriam, as well. Yeah, very good. And while we head to CRN, if I can ask everyone to maybe pick a few chairs to do CRN, it should be thank you. Very good. Yes, very interesting. The source issue, if you observe multiple times that You can have the goals a little bit more information for system. Any spots that are similar in nature.